Vincent. Bonjour Antoine. C'est maintenant acquis, la crise sanitaire aura des conséquences significatives sur les résultats et sur l'organisation des groupes qui peuvent impacter assez fortement les modalités de facturation des services intragroupes. Traditionnellement, les services intragroupes sont facturés sur la méthode du cost plus et la première chose sur laquelle on doit s'interroger dans ce cadre, c'est la base des coûts qui sert à la refacturation. À cet égard, il y a évidemment une situation extrêmement particulière cette année. C'est la façon dont on traite notamment les aides qui ont pu être accordées aux entreprises en réduction de leurs coûts salariaux, en particulier à travers des aides au chômage partiel, et la manière dont ces aides vont être répercutées ou pas à l'entrepreneur. La philosophie des autorités est plutôt d'aider, d'avoir consenti ces aides pour des raisons de soutien local. Et dans le cadre de l'application d'une politique de profit garanti à la filiale, le résultat, c'est que ces aides sont transférées à l'entrepreneur si je refacture une base de coûts qui est nette de ces aides. Second point qu'il faut évidemment garder en tête, c'est l'identification des bénéficiaires réels des services. Parce que dans le contexte actuel, il est très important d'analyser si les services ont été effectivement réalisés et si les bénéficiaires ont bien utilisé les services. À défaut, il faudra évidemment revoir la base de coûts et la retravailler pour exclure les coûts qui n'ont pas spécifiquement été engagés pour rendre un service. Un autre point qui va rendre délicate l'application de ces refacturations cette année, ce sont aussi les clés d'allocation sur la base desquelles elles sont très traditionnellement réalisées à travers par exemple le chiffre d'affaires, dans la mesure où on a pu observer dans un groupe des variations très significatives, d'ailleurs éventuellement différentes d'un marché à l'autre, et qui vont impacter la part supportée par telle ou telle filiale à la hausse si relativement elle a maintenu relativement son chiffre d'affaires, voire elle l'a augmenté dans le total, ou à la baisse si inversement son chiffre d'affaires a été drastiquement réduit. De ce point de vue, je suis pas sûr que la jurisprudence Philips qui avait tranché ce point en matière de crédit à impôt recherche soit directement transposable, dans la mesure où le crédit à impôt recherche a une vocation spécifique pour attirer une activité en France, et donc il est assez logique qu'on veuille répercuter ces avantages dans le prix qui est refacturé, alors que là il me semble qu'on a une situation extrêmement différente, d'une aide ponctuelle très locale pour maintenir et supporter l'emploi local, et je ne suis pas certain que les autorités voient d'un bon œil le fait que ces aides puissent finalement être répercutées à l'entrepreneur, par exemple. Et là encore, on voit bien que le contexte change assez structurellement la donne en matière de refacturation des services et donc de répartition des profits au sein du groupe. Il pourrait sembler presque concevable d'avoir des prestataires de services routiniers qui seraient en situation de perte, à l'instar des distributeurs. Au regard des standards internationaux, les deux approches, maintenir le niveau de profit routinier et faire participer les entreprises aux pertes, ont leur mérite. Au moment de choisir, les groupes devront nécessairement adopter une approche multicritère. Il faudra aussi tenir compte de la position du groupe dans son ensemble, qui peut d'ailleurs varier selon les géographies au sein d'un même groupe ou selon les secteurs d'activité. La sensibilité au risque devra également être prise en compte, à savoir est-ce que je préfère centraliser mon risque au niveau de l'entrepreneur et laisser mes filiales à leur niveau d'activité normal, ou bien au contraire est-ce que je souhaite disperser ce risque au niveau des différentes filiales. D'autres objectifs doivent être pris en compte également pour les groupes en termes de stratégie. Ce sont des sujets sur les remontées de cash ou bien la volonté plus ou moins immédiate de vouloir centraliser les risques, ou au contraire le fait d'exercer sous un modèle un peu plus décentralisé. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes ces difficultés, les autorités auront elles-mêmes à gérer leurs propres antagonismes, parce que si elles veulent se montrer très strictes à l'égard des filiales en défendant absolument la profitabilité d'un routinier sur leur territoire, ce sera au fond quelque part au détriment aussi des entrepreneurs sur leur territoire, vis-à-vis desquels, par cohérence, elles devraient imposer des règles, ou en tout cas leur accorder des règles qui soient symétriques de celles qu'elles auront imposées aux distributeurs routiniers. Bon, en somme, il n'y a pas d'approche one size fits all.
Et en attendant que l'OCDE se prononce sur ces questions, ce qu'elle devrait faire d'ici la fin de l'année, il va falloir faire preuve non seulement de prudence, mais aussi très clairement de pragmatisme, tout en gardant à l'esprit que les administrations fiscales sont par nature opportunistes. Et donc il faut s'attendre à une recrudescence à la fois de procédures amiables et de contentieux. Donc on attend évidemment un cadre commun de discussion qui serait à fournir par l'OCDE et qui pourrait guider les entreprises et puis les administrations fiscales vers ce chemin. Et en tout état de cause, on ne peut que recommander aux entreprises de bénéficier d'une documentation solide qui justifierait les choix qui ont été réalisés.